remercie d'être présent ce matin avec nous sur la thématique qui est donc le tourisme à vélo face aux risques climatiques. Alors, cette thématique, pourquoi cette thématique? Je dirais qu'elle avait été abordée une première fois en juin déjà, à l'invitation de Vélo et Territoire dans le cadre de la conférence nationale du tourisme à vélo qui s'est tenue à Angoulême et où on s'est posé la question de se dire, aujourd'hui, on sait l'impact attendu du vélo dans la lutte contre le réchauffement climatique. La COP26 a présenté le vélo comme étant une solution efficace, justement, la COP27 également. L'ONU propose de favoriser le développement du vélo dans le monde afin de lutter contre le réchauffement climatique. Et en même temps, en fait, on est sur une pratique qui elle-même peut être impactée par les aléas climatiques. Donc, suite à cette table ronde, en fait, l'occasion de la Journée nationale de la résilience, donc le 13 octobre, nous a semblé une super opportunité de se réunir et de réfléchir en fait sur ce sujet. J'ai le plaisir de dire que, même si on ne le voit pas sur la slide, que notre action a été labellisée par la Journée nationale de la résilience et que notre action se compose en deux parties. Cette table ronde avec des échanges des participants que je vais présenter tout de suite, mais également une documentation en fait, qui sera amenée à être déployée auprès des professionnels, auprès des collectivités, mais surtout, l'idée, c'est aussi d'arriver à toucher les touristes à vélo eux-mêmes pour que voilà, qu'ils aient toutes les informations, notamment pour bien se préparer en amont à ces risques climatiques. Donc, pour parler de ce sujet, aujourd'hui, une table ronde très dans la parité. J'ai commencer avec, dans l'ordre tel que ça apparaît chez moi, du coup, Thierry Fusalba, qui est consultant formateur en gestion de communication de crise, mais qui aussi a la particularité d'être un élu local. Et donc, on l'interrogera aussi sur l'implication des élus, des collectivités territoriales sur ce sujet. Avec Thierry, on accueille Sophie Rapinel, donc responsable du pôle itinéraire et tourisme à vélo de Vélo et Territoire. Sabine Andrieux, responsable de la coordination de la Vélodyssée. Je ne présente pas la Vélodyssée, peut-être on dira quelques mots, mais y a-t-il vraiment besoin de présenter la Vélodyssée? Et Franck Duruisseau, consultant en sûreté et sécurité et également en gestion de crise. Notre table ronde est prévue autour de trois axes. Vraiment, n'hésitez, enfin, vous allez voir, on a essayé de faire quelque chose de pas non plus très formel parce que c'est un sujet qui nous impacte à la fois comme professionnels finalement, mais aussi ça peut impacter chacun de nous dans notre quotidien, finalement dans les choix qu'on fait pour nos prochaines vacances, donc finalement comme père, mère de famille, comme citoyen. Donc, vu que le sujet nous touche à ce double niveau, on a choisi une approche plutôt conviviale de cette table ronde, des partages d'expériences et pas quelque chose de très descendant, si vous voulez. C'est pour ça, vraiment, je vous invite à partager vos questions, vos réflexions sur le chat. En fonction du nombre de questions, on verra la pertinence de les poser à la fin de chacun des trois axes ou si on garde ce moment d'échange pour la fin. Et donc, du coup, je vais commencer. Peut-être on peut euh, enlever la slide pour mieux voir les intervenants quand ils vont s'exprimer. Et ma première question, en fait, juste une seconde, s'il vous plaît. Le premier axe, en fait,
et celui des défis de l'information au public en situation d'urgence et de crise. Euh, donc, ma première question est à toi, Sabine. En 2022, la Vélodyssée a connu un événement majeur, je dirais. Par définition, un touriste à vélo, c'est quelqu'un qui est en mouvement, qui est en itinérance parfois, et qui n'est peut-être pas tout le temps connecté. Alors, cet événement dont je parle en 2022, c'est les incendies en Gironde. Comment est-ce que on peut être informé? Comment un touriste à vélo peut être informé dans ces cas-là? Alors bonjour déjà à toutes et à tous. Alors effectivement, il est en itinérance. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le touriste à vélo est quand même pas mal connecté, enfin en tout cas au niveau d'un smartphone, à minima, même si effectivement, il faut qu'il y ait du réseau et qu'on ait de la batterie. Mais en tout cas, il y a quand même, pour des situations quand même bien précises, souvent, il est équipé d'un smartphone. Alors tout d'abord, moi en préambule, ce qu'il faut quand même dire, c'est important de se remettre dans le contexte. Alors nous, coordination de la Vélodyssée, donc juste petit rappel, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Vélodyssée, c'est la partie française de l'Eurovélo 1, donc qui en France part de Roscoff et va jusqu'à Hendaye sur environ 1300 km d'itinéraire cyclable. Voilà, donc nous, coordination d'itinéraire, nous n'étions pas prêts à répondre à une telle situation de crise. 10 ans, c'était vrai que c'était un petit peu le mauvais cadeau d'anniversaire, mais 10 ans quasiment tout juste après le lancement d'itinéraire en juin 2012. Donc on ne l'était pas, mais personne ne l'était, et je dirais heureusement, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'imaginer une catastrophe d'une telle ampleur. En plein été, évidemment, c'est-à-dire qu'en période de plus grande influence. Alors nous, pendant la crise, on a principalement communiqué via nos réseaux sociaux. Alors heureusement, je dirais, là où on a eu de la chance, c'est qu'on avait, internalisé l'animation des réseaux sociaux au niveau de la coordination au sein de l'équipe, juste en début de cette année 2022. Ce qui nous a aussi très certainement permis d'être très réactifs avec une équipe et de produire rapidement de l'information. Après, on a fait aussi au mieux, alors avec les moyens, dont on disposait, parce qu'on était aussi, nous, sur une période, un petit peu de débrayage. Nous, juillet-août, en tout cas au niveau de la coordination, avec les vacances scolaires, c'est pas la période de l'année, où on a, nous, le plus de monde sur le pont. Donc on a fait aussi avec les moyens dont on disposait et surtout l'information dont on disposait, mais je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc si on fait un petit retour en arrière, donc début des incendies, hein, tu l'as dit tout à l'heure Nathalie, le 12 juillet 2022, prise de décision vraiment pendant le week-end. Donc le 14 juillet, nous, on commence, à communiquer vraiment sur l'incident, sachant que c'était aussi le week-end. Donc je l'ai dit, hein, tout à l'heure, grâce à aussi évidemment une équipe engagée qui a tout de suite été réactive. Donc premier poste le 14 juillet pour dire de ne pas se rendre évidemment dans la zone concernée pour ceux qui n'étaient pas encore sur zone et d'essayer de proposer des solutions pour les personnes qui, elles, étaient déjà en itinérance, étaient déjà sur place. Ensuite, il y a eu quasiment un poste chaque jour pendant vraiment les premiers, la première quinzaine, premiers mois, c'était un poste par jour, puis tous les 2 jours. Alors environ, hein, c'était vraiment selon l'évolution des informations dont on disposait et de l'évolution, bien sûr, des arrêtés préfectoraux. Le 15 juillet, déjà, on annonce du coup la fermeture de la piste entre la Teste de Buch et Sainte-Eulalie-en-Born. Donc là, vraiment, c'était déjà 2-3 jours après les incendies. Et le 18 juillet, on a essayé d'être aussi très réactif là-dessus. On publiait une première page incendie avec cette fois toutes les informations. Et ça nous a permis vraiment d'alléger les publications des réseaux sociaux en restant sur l'essentiel et d'essayer de centraliser vraiment cette information. On essayait, voilà, de se positionner comme le canal de référence pour les voyageurs de la Vélodyssée, bien sûr, mais également pour tous les prestataires et socioprofessionnels qui Essentiellement, sont engagés dans le réseau. essentiellement sur les réseaux sociaux? Essentiellement dans un premier temps réseaux sociaux, et comme je l'ai dit, voilà, quelques jours après, on a mis de l'information sur notre site internet, justement parce qu'on ne pouvait pas communiquer assez d'informations sur les réseaux. Donc on a vraiment fait le lien. Le réseau nous permettait de dire: «On a publié ça ou ça», mais à renvoyer sur une page dédiée qu'on a ouvert, très, très rapidement et qui a drainé, je pourrais donner quelques chiffres tout à l'heure, qui a vraiment donné des résultats assez importants puisque sur la période, on va dire entre juillet, et septembre, on a eu à peu près, plus de 35 000 clics sur cette page incendie, ce qui est vraiment énorme. Donc, nous, nos priorités, c'était quoi? C'était d'essayer en tout cas de donner des solutions concrètes et pratiques, hein, pour les personnes qui se trouvaient sur la zone avec une carte. Donc très vite, on a essayé de publier justement une carte avec l'évolution au niveau du tracé bien indiqué, ce qui était fermé, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, et les infos dont on disposait. Prévenir les voyageurs aussi,
aux abords, hein, de l'itinéraire pour qu'ils essaient de trouver des solutions de contournement, même si le contournement justement sur cette zone spécifiquement, c'était très compliqué parce qu'on était vraiment sur une zone au niveau du massif bien particulière où il a été très, très compliqué en tout cas de pouvoir proposer des solutions de contournement. Alors, on a essayé dans l'urgence de faire dévier les gens sur d'autres itinéraires, le canal des Deux Mers à vélo, la Scandibérique, vraiment tout ce qui était les autres gros itinéraires, on a essayé de dévier au maximum en amont, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas toujours sur zone. On a fait aussi un gros travail, toujours en urgence, avec la TER Nouvelle-Aquitaine, avec qui, là encore, coup de chance aussi, on avait une convention de partenariat, hein, qui est signée avec eux depuis quasiment déjà 4-5 ans. Et donc, le fait qu'on se connaisse et qu'on travaille, je dirais, assez régulièrement avec eux, nous a permis très vite de les contacter et a permis de trouver une grande réactivité pour renvoyer vers les trains, de communiquer vraiment sur quel train on peut prendre. Horaire de pointe, voilà, les facilités aussi pour pouvoir embarquer le vélo dans le train et pour pouvoir évacuer la zone pour toutes les personnes qui étaient un petit peu sur zone. Et Donc, on essaye aussi à travers. pardon, ça a été une communication très orientée solution, finalement, de donner, Alors, d'orienter les touristes vers des solutions alternatives. solution, dans un premier temps, c'était quand même prioritairement de l'information avec l'info dont tu disposais, parce qu'on va le voir, hein, c'était la principale difficulté. Les solutions, alors on aurait aimé justement pouvoir donner rapidement des solutions de contournement, etc. C'était quand même des solutions avec ce qui pouvait exister. C'était pas des solutions magiques. On n'a pas pu dire malheureusement, voilà, il y a un itinéraire de déviation sécurisé qui a été mis en place. On a surtout dit ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui était vraiment fermé, rappeler vraiment la situation et l'information officielle, hein, qui émanait des préfectures. Après, les solutions voilà, on a fait au mieux en tout cas avec ce qui pouvait être proposé en l'état, en lien avec les partenaires aussi de la Vélodyssée, le département de la Gironde et les informations qu'on avait de la préfecture. Sabine, dans d'autres échanges, tu nous avais dit que vous aviez manqué d'informations dans ces premiers moments. Ma question à toi, Thierry, est est-ce que en situation d'urgence, informer et communiquer, c'est la même chose? Ah, Est-ce que c'est la même bonjour chose? à tous et pardon pour le plan en contre-plongée, mais c'est les aléas de la ruralité, donc je suis en mode dégradé. C'est pas du tout pour placer l'élu dans un mode un peu pompeux. Oui, c'est une question intéressante. Ça participe au même process intellectuel qui vise à faire passer des éléments d'information ou de communication auprès du public. Alors, on peut faire une subtile différence en disant que l'information est généralement factuelle et que la communication transporte un message de l'organisation qui communique ou de l'individu qui communique. Mais finalement, c'est la même chose, c'est donner aux audiences, en tout cas aux audiences dont on a identifié une certaine plus-value ou une priorité, l'intime conviction que tout a été fait pour éviter que ça arrive, tout est fait pour en sortir le plus rapidement possible et à moindre coût, et tout sera fait après la crise pour éviter que ça se reproduise. Mais informer et communiquer, c'est une subtile différence rhétorique qui, à mon avis, n'a plus lieu d'être aujourd'hui où le rôle du communicant a changé. Est-ce que ça veut dire, dans ce que tu dis, qu'il y a des publics qui sont plus importants que d'autres et à qui Oui, on bien doit sûr. Alors, c'est s'adresser difficile de en les priorité? identifier de manière fixe parce qu'évidemment, ils évoluent en fonction de la situation et de l'organisation qui est touchée. Alors, j'imagine que pour Vélodyssée, les publics les premiers à toucher, c'est évidemment les cyclistes qui sont dans les zones où il y a un aléa climatique extrême, mais ça peut être aussi les relais, comme les élus, on en parlera tout à l'heure, je crois. Ça peut être les services déconcentrés de l'État, et Franck en parlera. Donc il y a une multitude d'audiences. Ce qui est important, c'est, à mon avis, c'est de ne pas découvrir les plus importantes au moment de la crise. Et donc, il y a un rôle à faire en amont qui n'est pas simple, effectivement, qui consiste à identifier les différentes personnes, les différentes structures qui peuvent ou qui doivent être informées en priorité. Et ce sera l'objet de l'axe 2 qui est la prévention et la planification. En attendant, tu dis qu'il y a effectivement beaucoup de public, il y a aussi parfois beaucoup de porte-parole, beaucoup de sources en fait d'informations, qu'elles soient officielles ou pas officielles. Ma question à toi, Franck, est comment est-ce que les acteurs du tourisme à vélo peuvent se préparer pour devenir une source d'information fiable et reconnue en situation d'urgence? On ne t'entend pas, en revanche. D'où
intérêt des tests avant qui Le micro fonctionnent. est coupé, Est-ce que ça vous y est, m'entendez? le voilà. Et oui, vous m'entendez. Donc, je répète, merci à ceux qui nous écoutent, hein. Et puis, alors, je vais rebondir sur ce que disait Thierry, surtout Sabine, parce que Sabine, ben, c'est un bel exemple, hein, cette incendie, chose que vous avez vécue en grandeur nature sur justement cette façade ouest, hein, de la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça réunit beaucoup de choses. Comme disait Thierry, bon, les services de l'État décentralisés, bon, il y a beaucoup de notions, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un cours, hein, sur tous les plans qui existent, hein, Orsec, etc. Donc l'organisation des secours qui vont de l'État jusqu'aux collectivités locales. Donc obligation, hein, des maires d'avoir des plans. Par contre, moi je relève une chose, Sabine, c'était que bon, l'État, tous les services décentralisés ont une obligation de moyens, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens, et le résultat, en fait, on l'attend, on l'attend. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est la coordination de ces moyens, donc qui sont mis en œuvre, et surtout vous, en tant qu'opérateur, la chose intéressante, c'est que vous ayez un suivi, donc ce qu'il faudrait mettre en place, en fait, c'est vraiment cette connaissance accrue des moyens de l'État, des moyens locaux, des forces de sécurité et de secours. Donc une connaissance parfaite, hein, des opérateurs, tels que les sociétés telles que vous êtes. Je parle aussi des offices de tourisme, des associations, etc. J'englobe tout le monde, hein, dans ces professionnels du cyclotourisme. Et puis le conseil, l'orientation, la prévention, le suivi et le côté rassurant dans les secours. Et en fait, tout ce que tu as évoqué, Sabine, eh ben, c'est rassurant parce que en peu de mots, tu as dit ce que cette coordination devait être pour vraiment produire des résultats de secours aux personnes. Donc, bah, s'inscrire dans une dynamique de gestion départementale des besoins, ça c'est une évidence. Connaître les systèmes et les dispositifs, ça c'est une évidence aussi. Donc moi j'invite les opérateurs et puis les sociétés à se mettre en contact, hein, avec les préfectures, avec les services de sécurité, l'ONF qui est concerné, l'OFB aussi, hein, enfin l'Office national des forêts, je traduis quand même un peu, ou alors de la faune et de la biodiversité, parce qu'ils ont déjà des plans. Et, on évoquait tout à l'heure, enfin tu évoquais les TER. Alors ça, j'ai la chance d'habiter sur une région couverte par le cyclotourisme qui s'appelle la Loire, hein. Je suis en Indre-et-Loire exactement. Et dernièrement, je l'ai rencontré à titre personnel, hein, un blocage d'une ligne complète qui allait d'Orléans à Tours. Et beaucoup de cyclotouristes se sont retrouvés sans être orientés, sans être conseillés, etc. Et effectivement, le cyclotourisme, ça passe aussi par ces plans avec la SNCF, ces plans de réaction, de coordination, hyper importants. Parce qu'en fait, d'un point A à un point B, il faut vraiment prévoir la viabilité route, mais aussi la SNCF. Donc ça, c'est vraiment hyper important à prendre en compte. Euh, Après, je vous expliquais le plan Orsec, tout ce qui est plan communal de sauvegarde. Donc ça, les opérateurs, c'est à vous de les connaître aussi, hein. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ce qu'on appelle le SDARS. Ça fait l'objet d'un arrêté par la préfecture, à connaître, parce que ça inclut tous les risques technologiques, naturels, etc. Et donc ça, c'est hyper important. Je rebondis, parce que là, sinon, on va passer des jours, et là, je commence à croire que je suis dans une formation complète, donc je vais gagner du temps, sinon je vais être rappelé par Nathalie. Il y a une alerte dont tout le monde peut bénéficier, on en parle peu, mais l'alerte par FR Alert. Donc ça, c'est une notification qui s'affiche sur les smartphones en cas d'alerte sur un territoire donné, et tous les citoyens de France et de Navarre peuvent recevoir cette alerte du gouvernement via les opérateurs. Donc ça peut être du terrorisme, ça peut être du climato, ça peut être toute crise majeure, et vous recevez ça, à part si vous bloquez une circulation, bien entendu. Donc ça, c'est un dispositif hyper important à insérer et surtout le faire connaître aux usagers, les cyclotouristes, en disant, vous risquez de recevoir quelque chose, mettez-vous en connexion avec nous, et vous, les opérateurs, les sociétés, vous connectez directement avec, comme tu le disais tout à l'heure, Sabine, avec les préfectures et autres organes décentralisés. Voilà. Je pense que Donc, Franck, si je rebondis sur ce que tu dis, c'est la nécessité et l'importance d'avoir planifié ça, d'avoir préparé ça en amont. Et c'est pour ça que notre deuxième axe, justement, que tu amènes finalement très bien, c'est celui de la prévention et de la planification. Sophie, comment est-ce que aujourd'hui, selon toi, selon voilà, ce que fait Vélo et Territoire, comment est-ce que les acteurs du tourisme à vélo doivent se préparer
pour pouvoir communiquer, être cette ressource fiable avec les usagers en cas d'aléas climatiques extrêmes? Il y a déjà bonjour à tous d'abord. Il y a plein de choses qui ont été dites, hein, par Franck, Thierry et Sabine, mais si on essaye de les résumer ou en tout cas les concentrer, c'est effectivement, échanger, collaborer, avec les autorités locales après les avoir identifiées. Parce que Sabine pourrait témoigner que ce n'est pas toujours évident, donc tous les services, notamment déconcentrés, qui ont été cités par Franck, bah, faut réussir à les identifier avant de les interpeller. Donc c'est une bonne première étape. Après, bah, Franck on a parlé aussi, c'est tous les plans de prévention et les plans de gestion de risque qui existent. Bah, faut les connaître, mais il faut aussi, bah, que les acteurs du tourisme à vélo, en rédigent eux-mêmes aussi pour se préparer à la gestion de crise. Alors qu'ils les rédigent évidemment avec les autorités compétentes, hein, on est bien d'accord avec ça. Le mot de collaboration a été déjà prononcé, mais il faut bien insister là-dessus. Mais en tout cas, voilà, faut bien se doter de plans de prévention et de plans de gestion de crise pour ensuite pouvoir, les mettre en œuvre, bah, quand malheureusement, il arrive des situations comme sur la Vélodyssée. On a parlé d'outils de communication également, qui enfin et surtout en temps réel, pour pouvoir diffuser l'information aux usagers. Sabine en a parlé, l'exemple de FR Alert, également, par Franck, c'est aussi un bon exemple. Hem, alors, là encore, Sabine en a parlé aussi, mais les itinéraires alternatifs et de contournement doivent être préparés en amont. Ça existe déjà sur des itinéraires, qui sont soumis, au risque d'inondation comme la Loire à vélo, par exemple, où il y a déjà des itinéraires, qui sont identifiés. Mais il faut aussi pouvoir le faire, dans le cadre d'autres aléas climatiques, comme celui des incendies. Et puis après, je pense que voilà, il y a aussi toute une notion de formation et de prévention, à la fois, du côté des acteurs, institutionnels, publics, mais aussi auprès des usagers. C'est-à-dire que voilà, faut aussi être prêt à faire de la prévention, bah, sur ce qui peut arriver aussi quand vous faites du vélo et que vous êtes en plein été et qu'il peut arriver, malheureusement des événements comme il en est arrivé sur la Vélodyssée. Donc bon, finalement, voilà, je ne fais que redire un petit peu tout ce qui a été dit, mais voilà, moi j'avais listé un peu ces quelques points qui sont à mon avis extrêmement importants. Est-ce que là, moi, j'aimerais bien rebondir sur la question de la prévention auprès des usagers. J'ai l'impression qu'il y a parfois des, comment dire, des intermédiaires. Comment aujourd'hui est-ce que l'info peut arriver? Comment on peut euh, préparer, sensibiliser? Qu'est-ce qu'on attend finalement des usagers aussi dans ces situations-là? Alors on attend déjà, mais alors j'allais dire comme tout citoyen, de respecter un peu les règles heu, enfin j'ai le mot bienséance qui me vient, c'est peut-être pas celui-là que je devrais utiliser, mais en tout cas, de respect de l'environnement qu'on a autour de soi. Après, lors des échanges avec Sabine, on s'est aussi rendu compte, que finalement, ceux qui font du tourisme à vélo, ils pensent qu'ils sont ils ont pas toujours conscience qu'ils sont dans un environnement extrêmement fragile. Donc c'est aussi les sensibiliser à ça, je sais pas si voilà, Sabine voudra peut-être réagir à ça, mais l'idée c'est que il faut réussir à leur dire que, bah, l'environnement dans lequel il est, effectivement extrêmement fragile et que, bah, il faut qu'ils en prennent soin autant qu'eux, ils doivent prendre soin d'eux aussi. Mais voilà, prendre soin de soi et de l'environnement qu'on a autour de soi. Merci. Thierry, quel rôle peuvent ou doivent jouer les collectivités territoriales? On a parlé des services de l'État. Là, les collectivités territoriales, quel rôle pourraient-elles Alors, jouer? quand tu poses cette question à un élu, tu te doutes un petit peu que la réponse, ce sera un rôle essentiel. Mais c'est vrai, je le pense Mais sincèrement. cela engage des moyens, du coup. Non, mais moi, ça Non, me non, va. non, mais Parce que je du le coup, pense vu qu'on parle sincèrement. de C'est que prévention, allons plus loin. les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel à la fois de levier amplificateur des décisions prises au niveau central et de relais vers les territoires des informations descendantes et vice-versa d'ailleurs, des informations montantes. Hein. On l'a vu avec l'épidémie du Covid-19, l'importance du rôle joué notamment par les communes. Alors, avant 2019, je bats aussi ma coulpe en tant qu'élu, il y avait un peu une tendance chez beaucoup d'élus locaux à penser que la gestion d'une crise, autant la prévention, le pilotage, hein,
était entre les mains des services déconcentrés de l'État, dont la préfecture, puisque dès qu'il y avait une crise majeure, le préfet devenait directeur des opérations de secours. Donc c'était assez confortable. La pandémie a un peu bouleversé ça. Les maires se sont retrouvés un petit peu face à l'obstacle. Et c'est moins vrai aujourd'hui. Et il faut noter dans ce domaine l'impulsion de l'État qui pousse notamment, par exemple, à l'élaboration des plans communaux de sauvegarde ou les plans intercommunaux de sauvegarde, même dans les petites communes qui n'y sont pas concernées. On peut citer aussi un deuxième niveau, c'est l'Association des maires de France dans les actions de prévention. De mémoire, en 2022, le président David Linard, il avait créé un groupe de travail pour sensibiliser les maires et les présidents d'intercommunalité aux risques et à la prévention et à la gestion de crise, et pour améliorer, renforcer un peu la résilience des collectivités territoriales. Alors, c'était composé d'une 60aine d'élus. Il avait des missions de sensibilisation des élus, de proposer une organisation territoriale davantage maillée, permettant une plus fine granularité dans la remontée et la descente des informations et les actions. Tu me dis, Franck, si je me trompe. Et je crois qu'on est parti pour créer des sites pilotes dans toute la France qui vont mettre en œuvre ça, sous l'égide, évidemment, sous un peu l'ombrelle de l'Association des maires de France, avant que ça soit décidé au niveau national. On peut citer aussi dans ce domaine-là un organisme qu'on connaît pas forcément, et c'est important à mon avis d'en parler, surtout si parmi nos auditeurs il y a des élus. C'est le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, qui est près du ministre chargé de l'environnement et qui regroupe des représentants des ministères, des experts, des représentants d'assurance, des scientifiques, des parlementaires et des élus, et qui fait des propositions en matière de prévention des risques naturels. Et puis, dans ce cadre-là, les collectivités territoriales, et beaucoup d'élus l'ignorent encore, y compris en Indre-et-Loire où je suis moi aussi, les communes peuvent solliciter ce qu'on appelle le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qu'on appelle le Fonds Barnier, qui a été créé par une loi de février 1995, pour le financement d'études, de travaux ou d'équipements permettant la prévention contre les risques naturels. Donc, tu vois, vous voyez tous que le rôle des collectivités territoriales est très important, qu'il est appelé à se développer parce que l'État ne pourra être partout et tout le temps, et on est face à des crises de plus en plus protéiformes et complexes. Et à titre personnel, je pense que le bon échelon pour mettre en œuvre les décisions prises au niveau national, c'est l'intercommunalité, parce qu'elle a à la fois cette bonne connaissance de la granularité territoriale et elle possède le niveau suffisant de moyens et de ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Est-ce que j'ai bien répondu, votre honneur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que finalement, il y a quand même comment dire, des besoins d'anticipation, peut-être aussi parce que les défis du changement climatique, c'est de se préparer à des aléas qu'on n'a pas forcément identifiés parce qu'on a manqué parce que voilà, c'est des événements qu'on n'a peut-être pas encore connus sur un territoire. Alors, ça m'amène à tout doucement vers l'axe 3 qui concerne les défis, en fait, face au changement climatique. Et je dirais que, par exemple, les domaines skiables, ça fait quelques années qu'ils se préparent à la transformation structurelle de leur activité. Voilà, les changements dans les saisons, les décalages, puis surtout le manque de neige ou de température pouvant préserver l'enneigement des pistes. Est-ce qu'aujourd'hui, la pratique du tourisme à vélo doit aussi s'adapter pour faire face aux aléas climatiques extrêmes? Est-ce qu'il y aura des moments où on va dire, bah, en fait, sur cette période, l'activité n'est pas possible, tout comme on ne skie pas en été. Donc, on dirait, est-ce qu'on pourra, voilà, face au froid, on sait s'équiper face à d'autres risques, notamment les grandes chaleurs, les canicules, les incendies, etc. C'est beaucoup plus compliqué. J'ai commencé par toi, Sabine. Comment est-ce que la Vélodyssée se prépare à ces changements de fond, je dirais, à ces risques majeurs, parfois non connus encore,
Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à adapter des infrastructures? Est-ce qu'on doit aller nous-mêmes en tant qu'usagers à réfléchir au matériel qui doit évoluer, que ça peut être, je sais pas, les vélos électriques, le textile. Comment est-ce qu'on peut se préparer? Comment aujourd'hui la Vélodyssée se prépare? Alors, je dirais tout simplement que déjà, nous, on est au tout début du chemin. On était, voilà, tu faisais le parallèle avec les stations de ski, on n'en est pas là. Ça fait déjà effectivement pas mal d'années qu'elles s'y préparent parce que, voilà, il y a de moins en moins de neige, donc il y a pas mal de choses aussi qui font que ça les a obligés un petit peu à y réfléchir. Nous, en tout cas, sur la Vélodyssée, en 2022, on était à 0, gestion des risques, ça faisait pas du tout parler de notre vocabulaire. Aujourd'hui, ça m'a fait sourire tout à l'heure, là, quand Franck Thierry parlait, identifier les services de l'État. Nous, on travaillait pas forcément, on a découvert plein de choses depuis l'été 2022 parce que, les mises, enfin, il y a plein de choses, c'était pas du tout dans notre jargon et dans notre feuille de route. Donc déjà, on a vu par contre, au vu de l'importance de la catastrophe de l'été 2022, cette nouvelle thématique sur la gestion de crise, elle a fait l'objet d'une réflexion alors déjà spécifique avec l'ensemble des partenaires de la Vélodyssée, puisque je l'ai dit, ça avait été les 10 ans lancement du projet pendant l'été. Donc, on avait un événement de célébration un petit peu de ces 10 ans. La thématique, elle a été très vite trouvée. On s'est vraiment on a planché, aussi bien les élus que les techniciens, sur cette réflexion-là pour voir comment on pouvait essayer de se structurer un petit peu. Et très rapidement, nous, on a rajouté des actions dans notre plan d'action, des actions en lien avec cette gestion de crise. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'été 2022? Alors déjà, on a continué à gérer l'information post-crise. Les incendies, c'était été 2022. Je rappelle que la Vélodyssée, elle a été réouverte, alors en grande majorité le 28 avril 2023, en grande majorité, et en intégralité seulement le 30 juin 2023 de cette année, soit presque un an après. Donc là, quand j'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai cité ce qu'on essayait de faire, l'information, les solutions, mais on sait aussi, alors on a eu plein de gens qui nous ont remerciés pour l'information suivie, et cetera. Mais on s'est fait aussi beaucoup engueuler parce qu'on communiquait les infos, mais ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait un flou artistique sur l'interprétation des arrêtés, les informations qui n'étaient pas présentes sur le terrain. C'était quand même un peu la panique partout. Et sur le terrain, il y a pas il y a plein de choses qui n'ont pas pu être mises en place. Les personnes à vélo ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas un itinéraire de déviation qui avait été mis en place, à l'instar de ce qui peut se faire sur les routes quand il y a des accidents ou on dévie les routes. C'est vrai que c'était pas on n'avait pas du tout imaginé tout ça et en plus les services, hein, aussi bien les services de l'État que les départements et cetera, étaient aussi concentrés, je le rappelle, sur, l'extinction de cet incendie, hein, qui était quand même d'une ampleur, très importante. Donc nous, on a aussi rapidement, parce que les services n'étaient pas du tout identifiés, mais pas du tout, donc on a écrit aussi au préfet et de la région Nouvelle-Aquitaine et des différents, départements. On a établi un contact, voilà, mais il a fallu quasiment, pas loin d'un an quand même peut-être pour, voilà, vraiment entrer en contact avec les bonnes personnes et là, pas plus tard qu'à l'automne, on a enfin établi une passerelle avec l'EMISE Sud-Ouest. Donc c'est pareil, hein, nous, l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité. Nous, jusque-là, on parlait tourisme, mise en tourisme, on parlait promotion, on parlait aménagement et développement, on ne parlait pas sécurité, état-major, et on ne discutait pas avec des lieutenants-colonels ou avec des chefs d'état-major. Donc là, voilà, on a aussi découvert, on s'est fait connaître et on a été mis en contact grâce aux préfectures avec ces services-là. On a une réunion de concertation élargie qui est d'ailleurs programmée le mois prochain sous l'égide de l'EMISE, avec les 4 préfectures de la Nouvelle-Aquitaine, l'ONF qu'on connaissait un petit peu parce qu'ils sont aussi maîtres d'ouvrage sur certains tronçons d'itinéraire, mais avec qui on a très rapidement lié un partenariat très intéressant et maintenant, depuis l'été 2022, on travaille aussi, de concert avec eux et avec aussi les autres services de l'État concernés. L'objectif de cette réunion, il est simple, hein, mieux se connaître déjà, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, c'était pas du tout. Alors j'invite aussi tous les autres itinéraires, voilà. Effectivement, il faut identifier toutes ces instances avant, parce que nous, c'était pas du tout le cas, et ça a été vraiment la grosse difficulté. Avoir l'information quand on ne connaît pas les portes d'entrée et que nous-mêmes, on n'est pas identifié comme tel, c'est vrai que c'est une grosse difficulté. Donc là, on va essayer d'échanger aussi sur des sujets communs. Ben, l'application des arrêtés préfectoraux, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, ça a été très confusant, parce que déjà, le statut même du cycliste, notamment, c'était très compliqué parce que, à quoi est apparenté un touriste à vélo? Est-ce que c'est un vélo taffeur? Est-ce que c'est, un touriste qui est en activité? Est-ce que c'est un touriste qui fait de la mobilité? Et on s'est rendu compte que dans les différents arrêtés préfectoraux, d'un département à l'autre, Landes-et-Gironde notamment, c'était pas les mêmes restrictions parce que le statut cycliste à vélo, du touriste à vélo, déjà, il n'était pas bien identifié. Donc effectivement, on va parler de tout ça pour essayer de mettre une cohérence dans tout ça, travailler sur la sécurisation de l'itinéraire, sur ce qu'on peut faire en tout cas, travailler sur des actions de prévention, parce que là, il y a aussi beaucoup à faire, par rapport à ça. On a aussi, nous, construit un partenariat avec la start-up Oali Gourd Friendly. Donc là, c'est une start-up qui est engagée dans la réduction
réduction des déchets d'emballage plastique liés à la consommation nomade pour faciliter l'accès aux points de recharge en eau. Donc l'eau, les incendies, la gestion de crise, voilà. Depuis cet été, du coup, on a vraiment lancé un gros partenariat avec eux. On peut même avoir accès sur la plateforme maintenant Good Friendly à des niveaux d'alerte sécheresse et canicule, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc là, l'itinérant qui est connecté aujourd'hui, il peut cliquer, il peut flasher un QR code, il renvoie sur une carte, il a accès au point d'eau et il voit si dans la zone où il se trouve, basé sur des sources officielles, on est en canicule sévère ou pas, et également tout ce qui est sécheresse. Et enfin, on a aussi on va déposer un dossier de candidature à un appel à projet de l'ADEME sur le volet 3 d'un programme qui s'appelle Développer le vélotourisme, dans l'objectif justement de nous aider à nous structurer un processus de gestion de crise à l'échelle des 1300 km de l'itinéraire, parce que même si on a fait pas mal de choses depuis l'été 2022, il y a encore plein de choses à faire. Et nous, l'objectif, il est quand même très important. On voudrait garantir une chaîne de communication et accessible. On veut vraiment être reconnu comme vraiment le canal d'information officiel de l'itinéraire, aussi bien pour les touristes en itinérance que pour aussi tous les socioprofessionnels, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on avait aussi énormément de contacts avec les tours opérateurs, et chacun, les touristes, chacun allait chercher l'information un peu partout, appelait les préfectures, engorgeait les cellules de crise. Donc nous, l'ambition, c'est vraiment de se dire, on a l'information, on travaille en amont, donc on l'a avant vous, on est connecté aux services de gestion de crise. Donc venez sur notre site, venez sur nos réseaux en cas de crise. Voilà, on est le site d'information officiel pour tout le monde pour essayer de fluidifier un petit peu tout ça. Et également essayer de développer aussi notre responsabilité collective, et au niveau de la Vélodyssée aussi sur tout ce qui est, prévention, en travaillant encore plus avec des acteurs type l'ONF, parce qu'on s'est rendu compte en les découvrant, ils ont énormément de matière qui est très intéressante. Nous, on touche les gens, on n'a pas forcément les contenus. Nous, la prévention, la gestion de crise, c'est pas notre métier premier. Par contre, en s'associant avec des acteurs, on va justement pouvoir travailler au plus près de tout ça. Donc vraiment, voilà, je conclurai en disant que ça prend du temps, mais qu'on voit que malgré tout, même si ça n'a pas été toujours simple non plus, évidemment, Sophie l'a souligné tout à l'heure, les choses, elles avancent, et je dirais step by step, on voit quand même que, moi, je dirais, beaucoup ont tiré les leçons quand même de ce qui s'est passé l'été 2022. Et si on n'était pas connu, pas identifié avant, moi, tous les contacts qu'on a pris depuis, on voit qu'aujourd'hui, ça y est, dans les services de l'État, ils savent qui est la Vélodyssée, ils savent qu'on a fait des choses, ils savent qu'il faut qu'on travaille ensemble, et tout ça va dans le bon sens. Et on espère en tout cas pouvoir mieux se préparer en cas de nouvelles crises, mais surtout, avant tout, agir beaucoup plus sur le volet prévention, parce que là, on a un rôle à jouer, et on l'a vu tout à l'heure, hein, Sophie l'a dit, les itinérants, les touristes à vélo ont pris conscience, effectivement, certains qu'ils traversaient des espaces sensibles, mais pas tous. On a des nouvelles clientèles aujourd'hui qui sont peut-être un petit peu moins sensibilisées à ça, donc on a un gros rôle à jouer aussi sur le côté préventif. Comme tu le dis, en fait, tout ça, c'est des leçons tirées de l'été 2022. Sophie, d'autres itinéraires ont eu peut-être plus de chance de ne pas avoir été confrontés à des situations comme ça, et notamment sur un risque, comme on le disait, qui n'avait pas été identifié jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Alors, comment le Vélo et Territoire fait pour en faire un axe majeur aujourd'hui? Alors déjà, je vais rappeler, voilà, les missions de Vélo et Territoire, notre rôle, c'est d'accompagner les collectivités dans le développement de leur politique cyclable. Alors, ça passe par, des événements où on anime, le réseau des collectivités, pour les sensibiliser à certains sujets. Ça passe par des ressources diverses et variées, justement, en s'appuyant sur, des retours d'expérience de destinations ou d'itinéraires, qui ont pu, ouais, être confrontés à certains sujets, et puis, bah, du coup, on essaye de les décrypter, pour que les autres s'en inspirent. Donc il est vrai qu'effectivement, ce sujet, de la gestion des aléas climatiques, bah, comme il avait été effectivement assez peu, heureusement enfin, assez peu de destinations et itinéraires y avaient été confrontés, on l'avait en tête, mais on ne l'avait pas forcément identifié, comme, enfin, en tout cas, on ne l'avait pas encore décrypté. Donc effectivement, le retour d'expérience, de la Vélodyssée et du département de la Gironde, et d'autres départements qui ont quand même en 2022 été confrontés, à ça, et pas que sur la Vélodyssée. Ils nous ont sollicités en fait, pour nous dire: «Bah, c'est peut-être, malheureusement le moment de s'en emparer», et donc c'est comme ça qu'on est arrivé un peu, bah, à du coup, ce qui aboutit à aujourd'hui, on est arrivé à l'atelier de la conférence nationale du tourisme à vélo, bah, voilà, que tu avais accepté d'animer, Nathalie, et qui a été un peu la première étape, parce que Sabine le disait, étape par étape. Bah, là, ça a été un peu la première étape de la prise, en main de ce sujet, et
puis, si je Sabine parlait du programme Développer le vélotourisme. La deuxième étape, ça a aussi été d'essayer de travailler avec l'ADEME pour se dire, comment on peut aussi intégrer ce sujet, dans le programme Développer le vélotourisme. Et donc aujourd'hui, le programme permet de financer des études sur ce sujet. Et puis peut-être que la troisième marche, celle qu'on est en train encore de construire aujourd'hui, mais c'est la stratégie nationale du tourisme à vélo, donc qui vise à faire de la France la première destination mondiale en matière de tourisme à vélo, et au sein duquel, en fait, on a intégré effectivement, alors faut aussi savoir que c'est une stratégie qu'on a écrit avec, un grand nombre d'acteurs, et pas, on s'est pas limité justement à des acteurs publics. Il y a des acteurs privés, hors champ, tourisme à vélo, qui ont été intégrés. Et du coup, dans cette stratégie, effectivement, on a un axe, un peu transversal, qui est justement, le changement climatique, et où du coup, on va, là, travailler dans les semaines, les mois, à venir, à rédiger, enfin, en tout cas, des préconisations. Est-ce que c'est, voilà, un guide de comment les destinations, les itinéraires, peuvent concevoir aujourd'hui des itinéraires cyclables qui sont adaptés, en fait, aux situations d'aujourd'hui et malheureusement aux situations de demain. Donc, voilà, on a lancé les premières pierres, et puis évidemment, on va poursuivre de traiter ce sujet, parce que voilà, on a vocation à faire tout ça dans la durée, évidemment. Et c'est un travail de longue haleine, Et et c'est c'est un un travail. travail qui nécessite des moyens et l'engagement de beaucoup d'acteurs, mais aussi, en fait, une prise de conscience des usagers eux-mêmes. Euh, Franck, comment on peut travailler pour responsabiliser les usagers pour qu'ils soient aussi, on parle de résilience, donc comment est-ce qu'on peut en faire de véritables acteurs de la prévention face aux aléas climatiques majeurs? Dans la préparation, on avait évoqué la sécurité routière à un moment donné. Donc, je ne sais pas si tu souhaiteras revenir là-dessus. Voilà, mais comment, franchement, on parle des acteurs, très bien, mais est-ce que les usagers ne doivent pas être eux aussi acteurs de cette prévention, et comment? Donc, je vais faire le lien avec tout ce qui a été dit auparavant. Donc, pour répondre à ta question, Nathalie, effectivement, la prévention, bon, c'est du bon sens, hein, mais parce qu'on a quand même affaire à une population de cyclotouristes qui cherchent le plaisir, l'évasion en vélo. Derrière tout ça, on le rencontre malheureusement par les statistiques. Je vais rappeler, hein, des petites données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. 2022, ça représente 3550 personnes qui sont décédées sur les routes en France. Et dans ces 3550, 245 décès de cyclistes, contre 187 en 2019, soit donc 98 de moins. Et donc là, on assiste à une augmentation en l'espace de 12 ans de 90% de mortalité de cyclistes sur les routes. Donc ça, c'est quand même important. Donc c'est pas un vain mot, hein, la prévention. Et ça me permet de faire le lien avec ce qui avait été dit auparavant par Sabine et puis Sophie sur les faits préventifs. Moi, je vous conseille une chose, c'est vraiment de vous mettre en lien avec le ministère de l'Intérieur, parce que derrière, il y a des acteurs de la prévention et de la répression, qui sont la gendarmerie nationale et la police nationale, et surtout au niveau des collectivités. Donc ça, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, je réponds à ta question très vite, hein. C'est les collectivités territoriales par les polices municipales. C'est-à-dire que partout où vous êtes sur le territoire national, par exemple, la gendarmerie, c'est 90%, près de 90% de couverture du territoire national, Hexagone et Outre-mer, et ces militaires, donc police, hein, ou policiers nationaux, sont à même de vous offrir de la prévention. Il ne faut pas oublier non plus les sociétés d'assurance, qui sont là aussi pour axer la prévention dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'on passe par un système. Enfin, à l'heure actuelle, le cycliste, je suis concerné, hein, je suis cycliste, j'ai fait du cyclotourisme aussi. On est toujours décidé à partir en vacances, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie. Mais par contre, l'aspect sécurité, on l'oublie bien souvent. Bon, on sait quoi on est, s'alléger, faire nos sacs, etc. Rejoindre un point A à un point B, prévenir nos familles, etc. Donc ça, c'est de la prévention. Mais derrière tout ça, je pense qu'il faut passer par des espèces de conventions de prévention au niveau national qui vous unissent, hein, que ce soit Vélo Odyssée ou alors Vélo et Territoire, de façon à avoir vraiment un partenariat affirmé en termes d'influence et de prévention.
Ça, c'est hyper important, d'accord? Donc, pour répondre, pour aller au-delà de ce que tu disais, Nathalie, et pour répondre à ta question sur la prévention, bon, il y a des comportements, hein, que tout le monde connaît, ce que j'appelle du bon sens, quoi, les équipements. On parle souvent du casque, etc. Le casque, ça réduit de 70% les grosses blessures sur un cycliste lorsqu'il est accidenté. J'oublie le fait d'être percuté par un véhicule qui roule à 80. Hein. Là, le casque, s'il n'y avait pas ou s'il avait, c'est fini. Mais par contre, il y a quand même des systèmes à adopter en termes de prévention, des dispositifs à mettre en place, et surtout, les opérateurs sont à même de diffuser ces informations, de faire des rappels. Vous allez sur le site de la prévention routière, ils vous donnent carrément des petites plaquettes qui sont très bien faites en rappelant vraiment tous les grands principes de sécurité, d'équipement, de vitesse, les panneaux à connaître, etc. Et ça, il faut vraiment le rappeler. Que ce soit pour les engins de déplacement personnel, les EDP, ou d'autres dispositifs, vélo électrique ou vélo non électrique, on s'inscrit quand même maintenant dans une démarche où l'utilisateur a toute possibilité de se déplacer sur le territoire national, mais sous quelles conditions? Ce qui me rassure, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup de nuit. Dernièrement, j'en ai vu un sans gilet, sans rien, sans éclairage. Bon, là, c'est dommage pour lui, mais là, il est vraiment temps de faire de la prévention nationale, de remettre des pages de prévention. On s'aperçoit qu'il y a encore des comportements où les gens ignorent totalement les règles du code de la route. Donc là, il y a un système de prévention à mettre en place pour tout cycliste, que ce soit de l'école primaire jusqu'aux adultes, à rappeler les règles de circulation, que ce soit dans les villes ou en campagne. Et donc là, il y a un axe fort à Bien. voilà. Je pense avoir fait le tour. Merci. On a une question qui nous arrive par chat, peut-être à Sophie ou à Sabine, qui nous demande, est-ce que l'enjeu n'est-il pas à inclure dans les réflexions sur la filière vélo? Peut-être est-ce déjà le cas? Est-ce que vous pouvez nous dire comment, ou si oui, et comment cet enjeu-là s'inscrit? Est-ce qu'on a déjà répondu à votre question, Simon, ou est-ce que vous attendiez des précisions plus particulières? Je pense qu'effectivement, sur le sujet de la filière vélo, euh, euh, ce sujet-là, enfin, c'est un sujet qui intègre tout le volet enfin, comme son nom l'indique, tout le sujet de la filière vélo, hein, donc évidemment pas que le tourisme, l'économie, la sécurité, enfin voilà, la santé aussi. Alors aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, je suis pas la personne qui voilà est la plus au fait de tout ce qui se passe au sein du sujet de la filière vélo, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Stratav est très, très, enfin, est intégré dans ce projet-là. Donc, au vu de ce que je disais tout à l'heure, voilà, il y a forcément des notions sur le volet changement climatique qui seront intégrées effectivement dans la filière vélo. C'est un sujet qui est aujourd'hui trop important pour ne pas qu'on l'intègre effectivement. Alors, sur le volet propre du tourisme, peut-être pas que, mais voilà, je pense aussi à la santé et à la sécurité, dont on parlait à l'instant. C'est des sujets qui sont, pris en compte, en tout cas dans le cadre de la filière vélo. Merci, Simon aussi vous remercie pour ta réponse. Peut-être avant de conclure par une dernière question, je vais laisser la parole à Laura, qui présentera très rapidement un petit document sur lequel on a travaillé, justement sur la partie sensibilisation des usagers. À toi, Laura. Bonjour à tous, je vais laisser Johnny partager la fiche en parallèle. Déjà, merci beaucoup pour vos échanges. J'étais ravie de pouvoir les écouter. J'espère que c'était de même pour les participants qui nous ont rejoints. Comme vous pouvez le voir, on vous propose une affiche qui présente les bons réflexes face aux risques climatiques, en particulier donc les risques canicules, feux de forêt, orages et inondations. Et on voit également dans la partie droite, sur la première partie de l'affiche, les bonnes pratiques à appliquer dans l'ensemble des situations dès lors qu'on part en balade qu'on part en balade à vélo pour essayer de réduire les risques auxquels on pourrait être potentiellement soumis.
C'est une campagne qui sera donc diffusée digitalement. On pourra la transmettre a posteriori de la table ronde. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse diffuser les bonnes pratiques à l'ensemble des usagers qui sont aujourd'hui de plus en plus confrontés à ces aléas. Tous vos retours seront également les bienvenus afin de perfectionner ce dispositif. On a donc une affiche qui pourrait être affichée dans l'ensemble des lieux de tourisme et collectivités territoriales. Et il y a également un dépliant en complément qui pourrait être mis à disposition des cyclotouristes. J'espère que ces documents pourront vous être utiles. Un grand merci à nouveau pour l'ensemble des intervenants qui ont pris part également à la rédaction et la préparation de cette documentation. Je te laisse la parole, Nathalie, pour conclure, et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur cette documentation ou sur la table ronde. Merci. Voilà, le parti pris de cette documentation, c'était déjà de sensibiliser les usagers à la présence potentielle du risque, parce que parfois il n'est pas identifié en tant que possibilité, mais aussi de se dire comment on se prépare en amont, parce que voilà, on inscrit ça dans le cadre comment dire, si on parle de résilience, c'est aussi dans la partie préparation aussi que ça se joue, notamment sur la responsabilisation de chacun pour être, comme on l'a dit, acteur en fait de sa propre enfin voilà, acteur en tout cas. Et ça passe par la préparation, en étant sensible à l'environnement qui est très particulier, hein, dans lequel passent certains itinéraires, la fragilité de certains massifs, la fragilité de la biodiversité, etc., mais aussi en termes d'équipement et finalement de vigilance aussi à soi et à sa famille. Alors, on l'a tous dit à un moment ou à un autre, c'est que le chemin est long et qu'il y a tellement encore à faire, mais déjà commencer à associer ces risques majeurs à une pratique qui est quand même une pratique plutôt associée à à l'attractivité du territoire, et une pratique vraiment touristique, conviviale, etc. En fait, au départ, on avait l'impression que c'était presque un paradoxe, que les deux ne pouvaient pas aller ensemble. Et aujourd'hui, on voit la nécessité, au contraire, de se préparer, mais ça prend du temps. On avait une remarque ou une question de Sylvain Bello, oui, sur le risque vent et conséquences chute d'arbres. Alors, nous, je pense qu'on l'a inclus sous tempête, mais effectivement, en fait, c'est du work in progress. Et c'est là où chacun, à la fois par les spécificités de son territoire, mais aussi par les expériences que chacun a et les expertises, que cette documentation pourra être complétée et plus précise. Donc, Sylvain Bello, merci pour votre remarque. Et si vous voulez jeter un coup d'œil et nous faire part de vos remarques et de vos propositions, mais on est tout à fait preneurs. Et je ne sais pas si Simon, pardon, je me permets juste de revenir sur la filière vélo, parce que le temps que Nathalie parlait, je suis quand même allée ouvrir un Super. petit document. Et du coup, juste pour repréciser à Simon qu'effectivement, la filière vélo, elle s'organise autour de 4 axes, dont un des axes est un axe de transition écologique. Donc évidemment, ce sujet de transition écologique et donc de changement climatique est évidemment pris en compte dans la filière. Je n'entrerai pas dans le détail de l'axe, mais voilà, c'est pour apporter cette précision.
Ok. Et au-delà, peut-être juste pour compléter ce que disait Sophie, parce que nous, on l'entend aussi des fois de certains acteurs, la Vélodyssée fait de la gestion de prévention des risques. C'est quoi cette ligne qui se rajoute dans le plan d'action? Parce que c'est peut-être pas là-dessus qu'on doit être en priorité. Moi, j'insisterai bien justement, alors c'est vrai que c'est nouveau, mais aujourd'hui, nous, on est sur un axe qualité, sauf que pour faire de la qualité aujourd'hui, demain, il va falloir de plus en plus justement, parce que ça doit faire partie dans le futur de la qualité et la prévention aussi également. Donc c'est pas, c'est quelque chose qui n'était pas du tout identifié, mais je pense que ça va rentrer et aujourd'hui, on le voit, nous, on l'a vu encore il n'y a pas plus tard que quelques jours, proposer une boucle, voilà, hop, pour varier un petit peu, partir à la rencontre des territoires autour de la Vélodyssée. Eh beh, avant, on le voyait comme juste une suggestion pour faire une boucle autour de l'itinéraire. Maintenant, on se dit aussi, au-delà d'une suggestion pour découvrir d'une façon touristique un territoire, ça peut aussi à un moment donné être un plan B si jamais il y a un problème effectivement climatique qui permettrait d'être une variante qui nous permettrait d'avoir un itinéraire de déviation dont on parlait tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut, sans que ça fasse peur et qu'on se dise, oh là là, on est sur de la prévention des risques, je pense qu'il faut l'intégrer un petit peu dans le quotidien de pas mal d'actions parce qu'on se rend compte que ça va cocher pas mal de cases sur pas mal d'autres sujets. Il y a beaucoup de liens à trouver et de passerelles à trouver, je pense. Si je peux me permettre, je vais intervenir. Donc, je te rejoins, Sabine, hein, ça fait partie de cette prévention. Et surtout, le cyclotourisme, comme d'autres usagers de la route, hein, veulent être connus en tant que tels. C'est-à-dire avoir, par leur comportement vertueux, par cette capacité à connaître les bons réflexes, à adopter en cas de gestion de crise. Et donc, bah, ça passe aussi hein, par des chartes de bonne conduite, par plein de choses qu'il faudrait mettre en place, alors qui doivent exister. Hein. Il y a par exemple, je connais l'association la fédération pardon, française de randonnée qui l'a mis en place, donc pour les marcheurs, et pourquoi pas pour les cyclotouristes, parce que derrière, il y a les chartes de bonne conduite par rapport à l'environnement, à plein de choses. Et effectivement, je te rejoins Sabine, la prévention, il faut l'inclure à tout prix, parce que là, c'est un gage de reconnaissance, et surtout, par ses comportements vertueux, le cyclotourisme gagne en respectabilité. Voilà. Voilà. Ben, sur ces mots, je remercie chacun des intervenants et je remercie les participants qui sont restés avec nous. Cette table ronde, c'est une petite étape. Voilà, on voulait surtout marquer la Journée nationale de la résilience à travers cette table ronde, mais aussi pour faire connaître en fait toutes les actions qui sont en cours, mais il reste effectivement énormément de choses à faire. Donc, restons en contact. Nous, on vous transmettra comme convenu la petite documentation et puis peut-être l'occasion de faire en sorte que cette réflexion elle soit plus globale et qu'elle puisse profiter finalement à la résilience de nos territoires. Voilà, merci beaucoup.